Et on a perdu beaucoup de nos concitoyens du Nord qui ont été passés par les armes, qui ont été fauchés et sommairement exécutés. Et ces concitoyens du Nord ont été non enterrés, mais plutôt jetés, enfuis à la va-vite, nuitamment dans des fosses communes. Et leurs corps suppliciés y reposent. Alors, j'aimerais vous demander, parce que je suis à peu près certain que président vous serez dans quelques jours, mais ma question, elle est la suivante. Ma question, elle est la suivante. Est-ce que vous pourriez, c'est une suggestion en même temps, est-ce que vous pourriez accepter d'organiser une grande messe de réconciliation de tous les Camerounais? Un grand rassemblement, pas une conférence nationale, monsieur, un grand rassemblement, un grand raout de tous les Camerounais pour la paix et pour la réconciliation. Et pour la petite histoire, j'en aurai terminé. Je m'appelle Nsangouet, traduit en français, ça veut dire la paix du Seigneur, et que cette paix-là vous accompagne, monsieur Cabral. Je n'ai pas de commentaire à faire. J'intègre cette suggestion que je trouve absolument pertinente parce qu'il y a beaucoup de plaies qui sont encore ouvertes. Vous savez, j'ai rencontré en Belgique quelqu'un qui m'a dit qu'il était le descendant de quelqu'un mort au maquis et qui m'a posé la question. En 91, il y a eu un décret qui a consacré les héros nationaux. Et moi, mon père qui était mort au maquis et dont le nom ne figure pas dans ce décret, moi, je deviens quoi? Et j'avoue que j'ai été très embarrassé par cette question. Et c'est ce jour que j'ai compris qu'il y a certaines plaies qui étaient là, apparemment recouvertes, mais qui étaient purulentes à l'intérieur. Je suis absolument d'accord avec vous, il faut réconcilier les Camerounais entre eux. Ça passe par la vérité, hein, comme ça a été le cas en Afrique du Sud. C'est-à-dire depuis les guerres d'indépendance, en passant par le début du pouvoir du président Biya, la bifurcation par 1990 et même d'autres choses plus récentes, il faut qu'un jour on se dise des vérités et qu'au moins on demande pardon à ceux qui méritent qu'on leur demande pardon. C'est absolument important et nous repartirons sur des bases saines. Et ça peut se faire dans les 5 ans. Merci beaucoup. Le micro est au Shabbat apparemment. Bon, après vous donnez à cette dame-là, la dame-là, en rayé noir. Après cette question, vous lui donnez. Ça fait 2 heures qu'elle essaye de parler, comme le monsieur d'ailleurs. Mais bon, ce que femme veut. Allons-y. S'il vous plaît, nous suivons. Bonjour, président Cabral. Bonjour. Je suis convaincu que vous serez président bientôt. Merci. J'ai la ferme conviction. Je suis ébène de Marassina. Voilà, moi, je n'ai pas de questions, mais j'ai une pensée pour... c'est-à-dire, le Cameroun a validé la polygamie. Et j'ai une pensée pour les secondes, troisième, quatrième épouses qui n'ont aucune reconnaissance. Et c'est un sérieux problème de société. Parce que cette injustice impacte dans la vie des descendants, des enfants. Ma mère touche, ma mère ne touche pas. Que comptez-vous faire pour ces femmes? Une fois a tout dit. Ok. Merci, madame. Sur la question de la polygamie. Et même avant, j'invite certains d'entre vous à lire le nouveau code pénal de juillet 2016. Comme je dis toujours, le régime sortant a parfois fait de bonnes choses. Il y a eu beaucoup d'avancées sur la cause de la femme et il faut rester dans cette trajectoire. Par exemple, il y a eu la réforme de la pénalisation du divorce, de l'adultère. Vous savez qu'avant, on ne pouvait prononcer le divorce que lorsqu'on attrapait l'homme avec une autre femme dans le lit conjugal. Alors que pour la femme, il fallait l'attraper n'importe où.
On a rectifié ça. Tout comme désormais est pénalisée la répudiation de la femme. Les gens qui jettent les femmes dehors, n'importe comment, ils sont aujourd'hui pénalisés. Je trouve que ça, c'est des bonnes choses. Et la femme continue à subir les affres des pesanteurs culturelles. Les textes sont assez bien écrits. Les mutilations génitales sont punies sévèrement. Il y a un certain nombre de choses qui sont punies, mais les pesanteurs culturels. Je crois que ça passera par une meilleure représentativité des femmes dans la décision politique. C'est pour ça que moi je suis pour la parité, je suis pour une femme Premier ministre, pour que les femmes, vous savez, les lois sont écrites par les hommes, parfois sous pression, mais dans l'application, comme c'est les hommes qui décident la plupart du temps, ça n'avance pas. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, sur la polygamie en particulier, moi je vous rassure, j'ai signé monogamie. Mais moi j'ai un problème de natalité. Et c'est sérieux, madame. Le Cameroun est sous-peuplé. La sous-région s'émaque avec. C'est Clotaire, l'économiste, qui me rappelle souvent qu'en économie, pour qu'un marché devienne pertinent, il doit être de 200 millions d'habitants. Pour le moment, on est à 23 millions, on est très loin d'être pertinent. Et avec le protocole de Maputo, que Miss Lady, féministe devant Dieu et devant les hommes, m'a donné l'autre jour, les femmes, et c'est tout à fait normal, il faut le saluer, ont aujourd'hui le droit de vous dire qu'elles ne font plus d'enfants. Parce que ça met leur vie en danger. Ne l'oublions pas. Quand une femme doit faire 5, 6, 7, 8, 9 enfants, elle peut y rester. Je règle donc le problème là comment, madame? 1. En prenant en charge, comme je l'ai dit, les jeunes filles célibataires. Les jeunes mères, les jeunes filles, mamans célibataires, pour qu'elles n'aient plus tendance à aller avorter. Mais je ne les encourage pas à aller faire des enfants hors mariage, parce que moi je crains Dieu. Et je crois qu'il faut mieux protéger les enfants qui naissent lorsqu'ils naissent dans un couple juridiquement constitué. Mais si la première épouse accepte que son mari puisse épouser une autre, où est le problème? Parce que c'est ça la polygamie. Ce qu'il faut éviter, c'est que la polygamie soit forcée. Il faut éviter que les femmes, les premières, soient sous pression au moment où elles se marient pour signer polygamie. Et aujourd'hui, Dieu merci, il y a plein de filles qui devant le maire disent « Si c'est polygamie, je ne signe pas ». Et ça, moi, je l'encourage même. Parce que la femme doit donner son accord. Parce que derrière ça, c'est elle qui souffre le plus. Et ses enfants avec. Mais si la première femme est d'accord, pourquoi le mari ne prendrait pas une deuxième, une troisième, puisqu'elle est consentante? Pourquoi mettre un terme à une pratique qui requiert le consentement, puisque ce n'est pas forcé? C'est ça ma préoccupation. Je pense que les vrais problèmes des femmes, il faut les régler ailleurs. Par exemple, éviter que les femmes continuent à se marier pour se protéger socialement. C'est-à-dire faire que les femmes sortent de la précarité. Parce que beaucoup de femmes se marient juste pour avoir un toit et à manger. Et quand l'homme le fait, il sait qu'il a un ascendant. Il sait que si tu menaces de sortir, tu n'auras plus où aller. Donc il faut donner les mêmes chances à l'homme et à la femme pour que le mariage soit vraiment une affaire d'amour. Que le mariage cesse d'être un refuge social pour sortir de la précarité. Moi j'ai vu quand on grandissait, avant, les mamans avant, c'était des femmes de ménage. C'est-à-dire que son travail c'était de rester à la maison, nous faire à manger. On avait l'impression qu'il y avait vraiment un arrangement social. L'homme cherche l'argent, la femme prépare. Mais c'est pour ça que l'homme pouvait lui dire à tout moment, je vais te mettre dehors. La menace ne marche pas beaucoup quand la femme est encore jeune. Mais le cycle de vie de la femme n'est pas comme le cycle de vie de l'homme. La preuve, l'homme peut faire un gamin à 50 ans, ce n'est pas le cas de la femme. C'est dangereux pour elle.
Donc, parfois, les femmes ne menacent pas trop les hommes quand elles sont jeunes. Je veux dire les hommes, parce qu'ils savent que, bon, une femme, quand elle a encore 20 ans, 30 ans, tu la menaces, elle peut partir. Mais quand elles atteignent la deuxième phase de leur maturité, 35 ans, 40 ans, elles ont des enfants qui grandissent, 2, comme on dit, elles ne passent plus sur le marché. Les hommes, excusez-moi de le dire, mais c'est un terme courant, les hommes s'autorisent toute forme de dérive. Et c'est là qu'il faut protéger la femme. Il faut qu'elle sorte. Là, il faut sortir la femme de la précarité. Pour moi, c'est ça qui est important. Alors, que dire de la veuve? Nous abordons la question. Nous avons découvert qu'au Cameroun, parfois une femme perd son mari, 5 ans, 6 ans, 7 ans après, elle n'a toujours pas accédé à la... et tout ça à cause des procédures. Des choses qui sont incroyables. D'ailleurs, ça vaut pour la femme, ça vaut aussi pour l'homme. Tout comme, combien de femmes, quand le mari meurt, les familles du mari viennent, arrachent tout et la chassent. Elle a beau se plaindre dans les tribunaux, rien. Voilà les choses qu'il faut régler. Protéger la veuve, protéger l'orphelin, sortir la femme de la précarité. Maintenant, si une femme est colonel, l'autre gars est colonel, la femme accepte qu'elle est première dame, elle est polygamie. Où est le problème? Elle est à l'abri du besoin. Si c'est mauvais, elle part. Et puis, merci, voilà un phénomène, les mariages précoces. C'est vrai que le cycle de vie de la femme n'est pas le même que l'homme. Mais moi, ça m'avait même frappé quand j'apprenais droit civil en première année. Qu'on me dise qu'une jeune fille de 15 ans peut se marier me pose un problème. Cet âge-là me pose véritablement un problème. C'est vrai, on dit que les filles mûrissent plus vite que les hommes, mais à 15 ans quand même, je pense que la jeune fille, elle a tout aussi besoin de jouir de sa tendre enfance ou de sa tendre jeunesse, comme tout le monde. On ne peut pas dire que la jeune fille de 15 ans se marie sous autorisation parentale, parce qu'en fait, c'est ça qu'il y a dans le Code civil. On reconnaît qu'elle est mineure et qu'elle ne peut véritablement pas décider, mais que si son père veut, il peut l'envoyer en mariage. C'est quand même des choses qui sont incroyables. Laissez que la fille atteigne ses 18 ans et qu'elle décide si elle se marie ou pas. Et c'est pour cela que les femmes sont placées maintenant, je dis bien placées, c'est comme des placements financiers dans des mariages et c'est des choses qui continuent à exister. Tout comme je pense, madame, qu'il faut criminaliser le viol sérieusement. Parce que les abus sur les jeunes filles, j'ai l'impression que plus le monde évolue, plus ça s'aggrave. Les attouchements, les manipulations, les ceci, les cela. Vraiment, les filles ne sont pas des objets. Et c'est l'État qui doit les protéger. Mais comme je l'ai dit, vous savez, quand il s'agit de la fille d'un autre, ça passe, hein. Vous savez, j'aime ces causeries entre garçons. Quand on dit, ah, on a violé la fille du voisin, elle-même elle s'habillait comme ça, pourquoi? Mais c'est le jour où on vient te dire qu'on a violé ta propre fille, que tu comprends donc qu'elle avait le droit de s'habiller comme ça. Et c'est cette négligence-là, c'est-à-dire que chacun voit midi à sa porte, il pense que la fille de quelqu'un d'autre est un objet, mais sa propre fille ne doit pas être un objet. Non. Il faut que l'État fasse son travail. Merci. Non, sur l'homosexualité, je suis clair. Non, il n'y a même pas à lésigner. Moi, je ne contourne pas la question. Je suis contre la dépénalisation de l'homosexualité, je le dis très clairement. Moi, je suis contre. Je suis contre le mariage homosexuel, je le dis très clairement. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je suis pour la natalité, je viens de vous le dire. Je suis pour la natalité. En revanche, il y a un phénomène au Cameroun qui n'est pas normal, c'est la mauvaise prise en charge médicale des homosexuels. Parce qu'il y en a qui arrivent dans des hôpitaux et on refuse parfois de les prendre en charge, on les dénonce à la police au lieu de les soigner. Je crois que tout être humain, c'est pour ça que je dis que je me détermine comme un humain. Tout être humain, indépendamment de son inclination sexuelle, s'il arrive à l'hôpital, on doit le prendre en charge. Voilà ce qui m'intéresse. Pour le reste,
Je ne fuis pas devant la question. J'ai même rencontré la communauté homosexuelle au Cameroun. Moi, je suis l'un des rares candidats à être allé à leur rencontre. J'ai d'ailleurs découvert qu'ils étaient étrangement nombreux. Mais oui, mais tout ce que je leur ai dit, c'est que dans notre culture, de par mes convictions personnelles, je ne crois pas qu'on soit obligé d'en arriver là. Et qu'il faut d'ailleurs éviter une sorte de dictature qui se dessine petit à petit. Non, c'est des personnes humaines qui doivent rester dans un cadre intime dans la pratique de leurs inclinations sexuelles. Il ne faut pas que ce soit ostentatoire. Vous savez tout le problème qu'il y a actuellement au Cameroun sur des extraits dans un ouvrage en classe de 5e. L'Afrique a besoin d'enfants, vraiment encourageons la natalité. Autre question. Où est le micro? Oui. Bonsoir, Monsieur Cabral. Ah oui, madame, c'est d'ailleurs moi qui ai demandé qu'on vous donne le micro. Merci. Je suis Madame Tedga Odette. Madame Tedga Odette. Tedga Odette. Oui, madame. Je suis ancienne candidate aux législatives 2007 dans Douala 3e. Ancien président de la commission de supervision des élections municipales dans Douala 3e. Chevalier de l'ordre de la valeur. S'il vous plaît, suivons. La seule femme qui a conduit le directoire d'opposition en France dans les années 90, avec les Kodor, les Tchungan et autres. Enchanté de faire votre connaissance, madame. D'accord. Ma préoccupation aujourd'hui, c'est juste parce que là, j'ai vu, pendant vos tournées, je vous suivais par les médias sur Internet. Les tournées que vous avez faites, j'ai vu que dans tous les Camerounais qui vont voter, dans toute l'Europe, il n'y a que 2225 actuellement qui vont voter le 7. Donc là, aujourd'hui, nous sommes là. En fait, je suis parmi celles qui sont venues pour voir, comprendre et écouter ce que vous dites et comment mobiliser nos compatriotes. Parce que les élections vont passer le 7. Sincèrement, je sais que même si je vous donne toutes les bénédictions, ce n'est pas sûr que vous serez là en tête. Mais je sais que dans 5 ans... Vous êtes seul? Oui. J'ai dit peut-être. Allez-y, madame. Donc, j'ai dit dans 5 ans. Aujourd'hui, les élections vont se passer le 7. Il faudrait que les Camerounais et les Camerounaises qui sont ici dans la salle ou en Europe ou au Cameroun, qu'on commence maintenant à essayer de commencer à mobiliser les gens pour, à partir de janvier 2019, pour les élections législatives municipales, pour te soutenir. Donc, deuxième chose, moi en 2007, c'est des jeunes qui m'ont investi dans Douala 3e. Vous savez que Douala 3e, c'est le plus grand arrondissement de toute l'Afrique. À partir déjà de Douala, déjà, c'est plus d'1,7 million. C'est qu'on dit, mais ça dépasse. Donc, j'ai une base que moi, j'ai fait depuis, et je conduis, donc je contrôle les jeunes de Douala 3e. Au mois de mai 2018, j'ai officialisé le nom, l'association pour ces jeunes. Donc, le vivre ensemble s'est passé dans toutes les chaînes du Cameroun jusqu'à CRTV. Donc, vous avez aujourd'hui un problème pour surveiller des bureaux de vote et autres. Les jeunes qui sont là-bas, ils sont apolitiques. Mais comme vous êtes jeunes et qu'ils veulent s'occuper des jeunes, parce que là, nous, on a mis l'association pour l'assainissement, la vigilance et l'accompagnement. Donc, si vous avez que ça peut vous intéresser, ça m'intéresse. Vous envoyez ils sont basés à Saint-Thomas. Vous dites seulement le vivre ensemble, on va vous présenter quelqu'un et vous allez voir comment ils peuvent aider au niveau des bureaux de vote et autres. Mais d'habitude, je pose souvent des questions un peu difficiles, mais j'ai l'impression qu'on ne voulait pas me donner le micro en croyant peut-être que je vais poser des questions dures. Mais je suis venue pour ça. Donc c'était juste pour vous dire que c'est juste pour comment ce jeune-là peut vous accompagner et comment c'est tout.
Donc, merci de m'avoir donné le micro. Donc, merci. Chez vous. Merci. S'il vous plaît. Merci, merci. Suivons, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Pardon de vous interrompre. Nous avons là... C'est à moi le micro. Nous avons là le montant qui a été levé. Dans ce montant, il y a des chèques, des espèces et des cartes bleues. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui voulaient payer en carte bleue et peuvent continuer à le faire. Mais nous avons un total de 16 098 euros. S'il vous plaît, ce n'est pas fini. S'il vous plaît. Nous avons un montant pour les chèques. Pour les chèques, nous avons 1 000 euros de chèques à peu près. En espèces, nous avons 9 988 euros. En carte bleue, et cela devrait pouvoir continuer, mais ce qui est consigné ici, c'est 1 500 euros. Et nous avons une contribution de 3 520 euros annoncée qui va être encaissée d'un moment à l'autre. Et selon ce qui nous est écrit, donc là, c'est bien ce montant-là. Et vous avez tout à fait le droit de continuer à penser que Paris est fort, puisque vous pouvez continuer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour votre information, notre candidat avait besoin de 200 000 francs euros, hein? 200 000, 200, hein? Pourquoi ça marche la joie? Je voudrais donc vous encourager à ne pas vous arrêter à si bon chemin. Nous sommes encore dans la salle. Le futur, l'avenir, c'est maintenant que les choses se font. Il faut vraiment aller au bout de vos engagements respectifs parce que vous le savez, c'est 16 000 euros. Mais 16 000 euros, on n'a pas encore fait la campagne avec. Donc, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Il y a tous les moyens qui sont à votre disposition. Vous pouvez continuer en carte bleue. Vous pouvez faire des virements. Vous pouvez modéliser les gens autour de vous. Vous avez des téléphones, envoyer des SMS. Vraiment, il faut aller au bout du bout pour que ce que nous professons ici soit véritablement ce qui se passera le 7 octobre. Ici, c'est... Oui, c'est ça. Le micro est de ce côté. Mais allez-y. Donc, donnez au monsieur... D'abord, non, le monsieur en blanc. Oui, effectivement. Oui, madame, après, ce sera vous. Bien. Oui. Alors, comme tu es en Paris Saint-Germain, ok. Oui, vous aussi. Mais il ne faut pas que je promette beaucoup, hein. On suit. Alors, allons-y, s'il vous plaît, rapidement. D'accord, je vous remercie de m'avoir donné la parole, surtout qu'elle est venue directement de vous. Avant de vous dire qui je suis, je voudrais vous donner un carton jaune, parce que tout le monde vous encense. Je pense que parfois, il faut aussi écouter des gens qui vous disent des choses qui ont plutôt un autre son de cloche. En fait,
par rapport à votre arrivée, le retard que vous avez marqué et la communication qui nous a été imposée, celle de nous expliquer que vous êtes retenu par les médias. C'est un conseil. Je pense que je suis un aîné par rapport à la jeunesse que je vois là et par rapport à vos communicants. C'est une erreur de communication. Parce que pour gagner des élections, il ne faut pas simplement être bon, il ne faut pas seulement avoir un bon programme, mais il faut aussi avoir la communication qui permet d'y aller. Et expliquer aux gens qu'on est en retard parce que la priorité c'est les médias, c'est une erreur de communication. Parce que nous sommes ceux qui vont vous porter vers les hauts et nous devons être respectés. Alors, je suis le professeur Aimé Boni, cardiologue, agrégé de cardiologie du Collège des universités françaises. Mais je suis enseignant à l'université de Douala, faculté de médecine. J'ai passé mon agrégation ici là parce que la clique de Yaoundé que vous connaissez a décidé de m'abattre. Parce que je dénonce tout ce qui est médiocratie universitaire du Cameroun. Il faut se donner les moyens. Je me suis donné les moyens. Je vais passer dans les médias. J'ai déjà été invité. La semaine prochaine, je vous dirai dans quelle émission. C'est pour mener le combat que vous menez et le mener différemment de vous. Parce que vous avez un son de cloche. La société civile doit en avoir un autre son de cloche. Et celui que je porte, c'est celui de conscientiser la masse critique de gens qui ne vous ont pas encore donné leur quitus. Et ils sont nombreux. Sachez-le. Le combat est difficile. Il est très difficile. Dans mon hôpital, à Douala, parce que je suis entre les deux, donc je sais de quoi je parle. Je suis la diaspora, je suis du Cameroun. Hôpital de district de Bonasama. J'ai été affecté en tant qu'enseignant cardiologue à Douala, à l'hôpital de district de Bonasama, depuis 2011. Il n'y a même pas un électrocardiogramme dans cet hôpital. Vous comprenez? À la faculté de médecine, on m'appelle Bonitude, parce que mon nom c'est Boni. Bonitude, c'est-à-dire celui qui dérange. C'est les enseignants, dont des intellectuels, qui disent que je dérange parce que je refuse d'aller assouvir mes besoins basiques dans la merde que le doyen de la faculté a mis à la faculté. Et on dit que je suis fou. Je ne savais pas que c'est les fous qui refusaient de vivre dans la merde. Alors, sachez que le syndrome de Stockholm, il rôde dans tout le Cameroun. Et ces gens-là, sans que Pobia ait besoin de tricher, vont aller et peuvent voter pour lui. Et donc, le problème pour nous, c'est de les ramener à l'ordre. Et donc, les émissions que je vais passer au Cameroun, c'est pour démontrer scientifiquement, mathématiquement aux Camerounais qu'ils sont dans la merde. Et s'ils continuent comme ça, là, la merde sera morbide. Donc, félicitations à vous. Non, la dame à côté. Merci beaucoup, prof. Sur l'erreur de communication, mea culpa, on apprend, on va corriger. Mais je peux vous dire que je me bats généralement pour arriver à l'heure. Et hier, je n'ai pas fermé l'œil. On est arrivé à Milan, s'il vous plaît, on est arrivé à Milan à minuit 30. Il y a une communauté camerounaise qui nous attendait. On a fini la réunion à 2h30. On a pris la route pour l'aéroport pour prendre le vol de 6h. Et quand on est arrivé ici, j'ai dit, il faut quand même que je dorme au moins 2 heures ou 3 heures pour ne pas avoir une mine de salopard devant tous ces gens qui vont venir. Je n'ai même pas pu dormir. Mais comme les médias eux-mêmes avaient attendu pendant 2 heures, 3 heures d'ailleurs, je crois, on est allé faire rapidement l'interview écourtée. Donc, mea culpa encore, ça n'arrivera plus de toute façon. Madame. Oui. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Gina Oloa, chargée de mission en coopération internationale, notamment en zone de guerre. Monsieur Cabral Libye, félicitations déjà pour votre courage. Vous êtes vraiment une force d'espoir pour le peuple camerounais. Vous avez aussi un énorme chantier. Donc je vous souhaite vraiment d'arriver à la présidentielle. Alors ma question va toucher votre épouse,
que je souhaite sera la future première dame. Je sais que le statut de la première dame, au-delà de son droit de réserve, est très important. Mais ce que je voudrais savoir, c'est quelle sera son influence politique durant votre mandat, notamment en termes de l'éducation, de la santé, de l'action humanitaire et également des actions en coopération internationale. Merci et bonne chance à vous. Alors, je réponds tout de suite. Sur cette question, moi, je suis un peu anticonformiste. Je ne crois pas que les premières dames soient des potiches. Même l'épouse, il faut rester cohérent. Même l'épouse du président de la République, ce n'est pas elle qui est élue. Si elle a un travail, elle doit pouvoir continuer à faire ce travail. Les questions de santé, les questions sociales incombent aux ministères qui en ont la charge. Non, mon épouse est fonctionnaire. Moi, président, mon épouse restera fonctionnaire. Je suis conscient que pour aller au travail, elle va devoir bénéficier d'une garde, d'une protection, parce qu'il y a toujours quelques méchants qui peuvent vouloir faire des choses. Mais je crois qu'on a trop mystifié aussi cette affaire-là. Vous savez, quand le président de la République se déplace, c'est incroyable. Moi, je suis allé en Côte d'Ivoire, le président Ouattara sort de chez lui le matin, il va au bureau, il revient à midi, il fait sa sieste, il repart à 14h. La ville n'est pas chamboulée. Au Cameroun, le président va au village, la ville est à l'arrêt. Sa femme va rendre visite à une amie, toute la ville de Yaoundé est en l'air. La femme d'un président peut être enseignante, elle reste enseignante pendant que son mari est président. Il faut aussi rééduquer le peuple dans le rapport à avoir avec la famille du président. C'est pour ça que même mes enfants continueront à aller à l'école publique au Cameroun. Comme on voit ici partout où vous êtes, les enfants des présidents vont à l'école avec les autres enfants. Il y a une vie avant, il y a une vie après. Moi, je n'ai que 5 ans à faire là-bas et je ne veux pas que ma famille soit transformée en 5 ans et qu'on ne puisse plus se reconnaître après les 5 ans. Vraiment, les questions des enfants, de ceci, il y a des ministères en charge de ça, un point, un trait. Maintenant, si elle ne veut plus aller travailler, on va la frapper. Ok, allez-y. Ok. Bonsoir. Merci de m'avoir passé la parole. Je me présente, je suis Hervé Bilot. Je travaille dans la 2e université de recherche après Marie Curie, ici à Paris. Quand je suis arrivé ici aujourd'hui, la première des choses, et vous l'avez indiqué, c'était il faut aussi faire des propositions. J'ai ramené avec moi un projet et avant de m'asseoir, je l'ai déposé auprès de votre coordonnateur. Je ne savais même pas que vous allez aborder le sujet. Donc j'espère que ce projet va vous donner des billes pour essayer de mettre de la vie aux alentours de nos aéroports. Je crois que le Cameroun est supposé en avoir plus de 10. Et donc nous avons pensé que quand on sort d'un aéroport, surtout Simalène, tout est noir. C'est impossible. C'est absolument impossible. Donc nous sommes partis de l'idée de mettre un hôpital de référence, une zone économique et une zone résidentielle. Ce qui va permettre de réduire déjà les évacuations sanitaires, qui nous coûtent près de 24 milliards de francs CFA. Ça va entraîner un savoir-faire. Ça va créer 900 emplois en direct et 2500 en indirect. Le Cameroun sera un hub parce qu'il va couvrir la sous-région. Ça va permettre à ce que ceux qui viennent souvent se soigner ici passent directement par le plateau technique de cette zone-là. Il y a beaucoup de retombées, je ne peux pas tout décliner ici. Bon, ce que je veux juste relever, c'est que c'est un projet qu'on traîne au Cameroun depuis un moment. Nous avons rencontré des gens. Il a été coté par les ADC, avec le concours de M. Pokosi Ndoumbe,
parce qu'il siège au conseil d'administration des ADC avec l'autorité aéronautique, le ministère des Transports. Mais le projet n'est jamais arrivé où il doit arriver. Donc, je l'ai ramené aujourd'hui, sachant que vous allez être président bientôt, parce que ce sera ça. Donc, prenez ce projet que vous allez lire, qui va vous donner des billes, parce qu'il peut être dupliqué dans tous les pays. Il existe. Maintenant, ma question concerne le domaine dans lequel je travaille. Je suis dans le service financier d'une structure de recherche en France. Quelle est l'importance que vous allez donner ou alors que vous allez accorder à la recherche? C'est un gros vivier d'emploi. Et pour finir, au lendemain de votre victoire, M. Cabral Libye, quand vous allez être en face des réalités et du Njunju, comme vous avez dit, quand vous allez découvrir vraiment cette face cachée, est-ce que vous allez revenir nous dire la vérité? Comme vous êtes venu aujourd'hui et on est en train de vous porter, est-ce que vous aurez ce courage de revenir nous dire la vérité? Parce que c'est cette réponse qui va booster votre victoire. Merci. Vous savez, hier, j'ai rencontré un grand maître de la franc-maçonnerie. Hier. Et je lui ai dit, cher monsieur, ce n'est pas un Camerounais, hein, il porte une autre nationalité. Il m'a dit en quelle année, il a porté le tablier et tout. Je lui demande où juste même il y a quoi dedans. Il me dit, petit frère, je suis dedans depuis, il m'a donné l'année. Je te dis qu'il n'y a rien dedans. C'est des réseaux d'influence. Je suis dedans partout où j'arrive dans le monde. Je sais que j'ai un frère. Je vais là-bas, j'ai toutes les facilités. Tout le reste qu'on vous raconte là, non, vraiment, on fait ceci, vraiment, on embrasse le diable, les gens ont les cornes sur la tête. Tout le reste, c'est des choses qu'on a construites pour créer une mystification. Il n'y a rien. Je suis sûr que c'est ça à la présidence. Je serai là-bas et c'est de là-bas que je vous dirai qu'il n'y a rien. C'est le palais de l'unité. C'est un président qui est élu, qui va au travail le matin comme tout le monde. Il gère une république, c'est une charge lourde. Ceux d'entre vous qui dirigent même des entreprises ou qui dirigent des directions savent, vous qui êtes dans un service financier, vous savez que diriger les hommes et les affaires, c'est toujours dur. A fortiori, vous savez, en un an de coordination du mouvement 11 millions de citoyens, j'ai compris. Gérer les hommes, c'est de la magie. Et j'imagine que pour un président, c'est compliqué. Mais en dehors de ça, si vous êtes un homme déterminé, vous avez une vision, vous choisissez de bons collaborateurs, vous savez décentraliser, confier des charges, suivre le travail que vous avez donné, sanctionner quand c'est mal fait, remplacer quand c'est l'incompétence, vous dirigez un pays. On voit aujourd'hui le président rwandais, c'est l'un des présidents les plus acclamés au monde et les plus accessibles. Pourquoi à Yaoundé c'est mystifié? On est sous-développé, 40% de la population active est pauvre. Et de l'autre côté, on a un État en pleine extension, en pleine ascension, en plein développement et le président est accessible. Il n'y a rien. Le Njunju là, c'est rien. Le seul Njunju qu'il peut y avoir aujourd'hui, et c'est ça que les gens redoutent, c'est que le président m'appelle et me propose ma part. Et ça encore, ça participe de la mystification. Hein. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont convaincus que si le président lui-même appelle Cabral et lui dit que mon fils, prends, Cabral va prendre. Parce qu'on a construit un mythe autour du président, personne ne peut lui dire non. Ce n'est pas vrai. On peut avoir de la dignité et dire
Je l'ai déjà fait à maintes reprises, ça va continuer. Pour la recherche, nous allons mettre en place un plan national d'innovation. Parce qu'on a trop de problèmes à régler. Et pour régler ces problèmes, il faut innover. Et pour innover, il faut réformer le statut du chercheur, qui date au Cameroun de 66 ou de 68. Un texte totalement obsolète, qui fait que le chercheur camerounais, il faut n'avoir rien à faire pour accepter le statut de chercheur. Et la recherche, c'est les moyens. Dans le domaine agricole, par exemple, il y a l'IRAD. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne finance pas. C'est toujours les investissements, c'est toujours les chercheurs étrangers et les instituts étrangers qui financent la recherche dans nos instituts de recherche. Et ils prennent le fruit de la recherche, ils s'en vont avec. Donc, c'est deux choses. Ça commence à l'université. L'université doit être un centre de solutions. Et il faut mettre les moyens pour la recherche. Ça s'indexe sur la réforme du système éducatif. Il faut promouvoir l'innovation. Et pour encourager la recherche, il faut savoir simplement récompenser celui qui a trouvé. Donc, c'est le mérite. Il faut arrêter de voler les résultats des recherches des autres. Ils préfèrent aller ailleurs où ils trouvent plus de reconnaissance. Donc, voilà. On le développe d'ailleurs très clairement dans notre projet de société. Vous ne pouvez pas imaginer une société moderne sans recherche. Cela étant dit, il se passe que je dois aller à TV5 tout à l'heure. Donc, si je dois répondre à toutes les questions, je ne pourrai plus aller à TV5 et j'arriverai trop fatigué. C'est à 20h, je crois. Non, 21h. Donc, voici. Je vais prendre... J'ai promis. Vous, s'il vous plaît, vous et PSG et le jeune qu'on m'a dit, et je ne peux plus. Je peux commencer ici? Il y a des doigts là-bas. Tu veux poser une question? Je veux m'encourager. Je prends les quatre là, poser des questions succinctes, je réponds. Bonsoir Monsieur Liby, je suis Chuck Dexter, étudiant informaticien à Belfort. En fait, ma question, elle concerne en fait des lycéens. Bon, d'autant il y avait des bourses pour promouvoir les étudiants, les futurs étudiants qui méritaient, notamment ceux qui avaient des mentions appréciables aux examens. Et vous, Président, que feriez-vous pour nous montrer qu'en fait, travailler sur les bancs pour peut-être que plus tard devenir chercheur et contribuer au développement de notre pays, ça a de l'importance en fait. Merci beaucoup. Moi, je ne considère pas ce genre de choses comme des promesses de campagne. Encourager le mérite, ce n'est pas une promesse de campagne. C'est la logique d'un État qui a de l'ambition. Dans tout pays du monde, ceux qui bossent, ceux qui sont les meilleurs, doivent non seulement recevoir la reconnaissance et l'accompagnement de l'État. Donc oui, tous les meilleurs du Cameroun, chaque année, recevront des bourses. Pour moi, ce n'est pas une promesse de campagne. On le dit même, je crois, dans le système éducatif, c'est un chapitre. Ce n'est pas vraiment une promesse de campagne. Les meilleurs doivent être récompensés. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, le simple fait que quand tu avais 12 de moyenne, on te donnait ce qu'on appelait tableau d'honneur, alors qu'il n'y avait même rien dedans. Mais tu étais content, tu montrais à ton père le tableau d'honneur. L'humain est comme ça. Si tu veux qu'il donne plus, reconnais ce qu'il fait. Donne-lui le mérite. D'accord? Merci beaucoup. Succinctement. Oui. Bonjour, Monsieur Cabral. Bonjour. Je m'appelle Roger Awana. Ça fait 30 ans que je vis en Europe. Je suis venu très jeune. J'ai fait toutes mes études. Et en ce moment, je vis dans le Val-de-Marne. Je vais vous poser une question très simple, mais c'est concret. C'est un problème qui concerne tous les Camerounais, qui est lourd. C'est le problème de l'eau. L'eau, l'énergie. On a tous la famille au pays qui nous dit, voilà, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc, il y a à peu près 10 ans, je suis allé au Cameroun,
suite à tout ce que les amis, la famille me racontaient. Et je suis parti au Cameroun, j'étais bien accompagné. J'ai pris avec moi 5 collaborateurs, tous ingénieurs. Et en plus, il y avait une financière, Madame Cachard, Corinne Cachard. Elle était au Crédit Suisse à Zurich. Elle était fondée de pouvoir. Bon, nous sommes partis au Cameroun parce qu'on voulait proposer au Cameroun pour pouvoir faire de l'eau. Arrivé là-bas, on nous a roulé dans la farine, pour faire court. J'ai même rencontré le Premier ministre, j'étais même au village du président, et ça n'a rien donné. Donc, concrètement, ma question c'est, si jamais, je pense même que vous allez être président. Parce que là, vous avez l'alignement des planètes pour vous. Donc, si vous êtes président le 7 octobre, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour ça? Pour l'eau et l'énergie, le courant. Parce que quand il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'industrie, quoi, en fait. Voilà. Merci. Pour l'énergie, je crois avoir déjà donné une réponse tout à l'heure. 500 MW par an en démocratisant. C'est la même stratégie pour l'eau. Exactement la même. Vous savez, quand vous mettez l'humain au cœur de tout, le sens des priorités se dégage tout seul. En nous arrêtant aux chiffres actuels, la production d'un mètre cube d'eau, c'est environ 1 million, selon les chiffres qu'ils nous donnent avec leur surfacturation. Et quand on voit le déficit qu'on a, il est énorme. Donc l'investissement dans l'eau demande la conjugaison des fonds publics propres, des investisseurs étrangers. Et moi, j'entends par investisseurs étrangers, même vous de la diaspora. Ce que nous avons pensé à faire, c'est de construire dans chaque département du Cameroun une centrale de pompage, ce qu'on appelle des centrales de pompage. On a vu ce que ça peut coûter. Mais moi, j'ai une solution simple. Le Cameroun compte environ, je crois, 18 000 villages. 18 000 villages. Actuellement, une borne fontaine, là, ce qu'on pompe comme ça, c'est en moyenne 1,5 million, je crois. C'est combien? Non, ça ne coûte plus aussi cher. J'étais récemment à Atok. C'est moins de 2 millions. J'étais récemment à Atok, dans la région du Haut-Nyon, où un de nos membres, le coordonnateur de 11 millions, a financé, fonds propres, le forage de leur village. Il nous a sorti les factures, 1,2 million. Il travaille là-dedans. Donc, c'est en moyenne, c'est pour ça que j'ai dit, mettons en moyenne 1,5 million. Ça a beaucoup baissé. Alors, si on doit mettre une station, une borne fontaine dans chaque village, commençons d'abord par là. Ça fait 1,5 million fois 18 000. Et on me dit que l'État du Cameroun ne peut pas le faire. C'est-à-dire à côté du travail d'installation du réseau à travers les centrales de pompage. Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Vous connaissez le coût de la dernière voiture du président? 700 millions. La dernière voiture qu'il a achetée pour le 20 mai. Si vous divisez ça par 1,5 million, ça fait combien? Vous connaissez le budget de la présidence de la République? 53 milliards, 53. À raison de 1 milliard par semaine. Si vous rationalisez le budget de la présidence de la République, vous le divisez seulement en 3. Est-ce que vous n'avez pas l'argent qui vous permet d'installer l'eau potable dans les villages? Vraiment, je dis encore que des choses comme celle-là, il ne faut pas s'asseoir, chercher le doctorat pour comprendre que, pour éviter que les gens ne tombent malades, il faut qu'ils boivent de l'eau potable. On rationalise la dépense publique pour satisfaire des choses aussi bassement sociales que l'eau potable dans un pays où les nappes phréatiques sont abondantes et les cours d'eau
débordant. Vraiment, c'est une priorité. C'est même pas, je dis encore que ça là, c'est des choses quand on travaillait sur le projet de société, on disait ça, c'est pas des choses, il faut qu'on s'asseye 2 heures pour creuser le ménage. C'est une priorité, c'est tout. Monsieur, l'avant-dernière. Oui. Je m'appelle Monsieur Edin Félix. Monsieur Edin. Je suis le président de la Diaspora Domaine EDA Centre. En fait, tout à l'heure, vous nous avez demandé de retourner au Cameroun. En fait, ce retour n'est pas que physique, il est aussi financier. Et vous nous avez promis à la diaspora de créer un secrétariat d'État pour la diaspora. Alors ma question c'est, j'aimerais avoir des éclaircissements précis par rapport à cette épineuse question de la double nationalité qui dérange la diaspora depuis un moment, parce que le gouvernement que vous allez remplacer au soir du 7 octobre, se l'est lancé comme une patate chaude depuis un moment. Merci. Vous êtes arrivé en retard. Parce que la question a été abordée. Allez donner le micro au PSG. Tu veux parler? Oui, donnons d'abord au PSG. C'est le représentant du cordeau d'Angleterre, il va parler à la fin. J'ai dit ceci avant qu'il ne pose la question. La révision du Code de la nationalité de 68, pour moi encore, c'est une banalité. Moi, je ne suis pas pour la double nationalité, je suis pour la plurinationalité. Je considère les Camerounais vivant à l'étranger comme, entre guillemets, les espions du Cameroun qui vont nous prendre le savoir-faire et les connaissances pour nous les ramener. Le texte de 68, il est obsolète, il ne tient plus la route. Peut-être si on n'avait pas une diaspora aussi forte, on pouvait encore jouer avec. On ne pouvait pas avoir 5 millions de personnes à l'étranger. Vous leur dites, venez investir, mais vous-même ne venez pas. Ça n'a pas de sens. Vous voulez leur argent, vous ne voulez pas d'eux-mêmes. Il faut être cohérent. Donc on va réviser ça. Pour moi, ça, ce n'est même pas une promesse de campagne. Ça coule de source. Allez-y. Bonsoir. J'ai 2 questions en fait. Je me présente d'abord, je suis Eli Mbod, je suis ingénieur en chimie. Là, ma première question, c'est concernant les biens mal acquis et tous ces fossoyeurs de la nation, certains qui sont en prison et d'autres qui sont dehors. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Comme Merci. On a vu des exemples dans d'autres pays où on a récupéré des fonds. Comme au Mali, Moussa Traoré, on a récupéré des milliards. Bon. Et la deuxième question, c'est les élections, c'est 2 choses. Les unes et après les élections. Est-ce que vous serez prêts, une fois le résultat truqué, aller chercher le pouvoir dans la rue, comme Bago l'a fait en 2000 en Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Alors, pour moi, le pouvoir ne se trouve pas dans la rue. Il se trouve dans les procès-verbaux. Il se trouve dans les procès-verbaux. La première question, c'était quoi? Les biens mal acquis. Ça se trouve dans les procès-verbaux. Je vous dis que si le 7 octobre au soir, j'ai mes procès-verbaux qui sont revenus des bureaux de vote avec les représentants. On met ça dans electra.org. Le monde entier voit qu'on a gagné. Je verrai comment on nous empêchera d'entrer à étudier. Ouais. Maintenant, les biens mal acquis. Maintenant, je vous dis, il faut prouver. Si vous ne pouvez pas prouver que vous avez gagné, ça ne sert à rien. Il faut prouver qu'on a gagné. Et c'est possible de le prouver. C'est pour ça que je vous ai dit en tout début, mobiliser les frères et sœurs au Cameroun. Allons surveiller les urnes. Maintenant, pour les biens mal acquis, je vais laisser la justice faire son travail. J'ai déjà dit que pour ceux qui sont en prison, moi, je ne règle pas les comptes. Donnez-nous l'argent, vous sortez. Vraiment, c'est simple comme bonjour. Je ne veux même pas tout. Parce qu'il faut qu'ils vivent aussi. Je veux seulement les 2 tiers. C'est-à-dire que si tu as 100 milliards, je te laisse même 3. Parce qu'en même temps que tu vas investir, tu vas me créer des emplois. Et pour certains d'entre eux, d'ailleurs, c'est des gens intellectuellement calés.
qui peuvent encore être utiles à la société. Vous lisez les très beaux ouvrages qu'ils écrivent. Mais donnez-nous l'argent, on reconstruit le pays. Vraiment, la vie est bonne pour tout le monde, la liberté aussi. Mais si vous ne donnez pas... Ok, on écoute le cordeau. Bonsoir Cabral. Bonsoir. Je m'appelle Moussa Seou Amadou. Je suis le représentant de la coordination UK, mandaté par son coordinateur Landry Djokwa. Oui. J'ai quelques préoccupations. Si, au lendemain des élections, ayant eu tous vos PV, l'ayant distribué à la communauté internationale que vous aviez gagné, nous ne devrons pas négliger l'aspect international qui influence les élections en Afrique. Nous avons vu le cas en Côte d'Ivoire, au Gabon et autres. Si, au lendemain, la Cour suprême décide, par enchantement, parce que ce serait un enchantement, de proclamer le dictateur au pouvoir, quelle serait votre réaction? Allez-y alors, vous avez insisté. 10 secondes. Allez-y. Suivez. Je suis Nicolas Ouellet, SACEM. J'aurais des propositions à émettre, mais compte tenu du temps qui nous a imparti, je me rapprocherai de votre équipe pour les formuler. Ça, c'est une chose. Autre chose, c'est ma question. Au lendemain de l'élection présidentielle, hormis les hold-up électoraux auxquels nous avons l'habitude d'assister, parce que moi j'appelle ça les hold-up. Quand on jette la police, quand on jette les militaires, pour dire celui qui va lever la tête, voilà la consigne. Quand vous serez président Cabral, quel sera votre salaire, puisque vous parlez du train de vie de l'État? Quel sera le salaire d'un ministre? Merci. En tout cas, ce que... D'ailleurs, Olson, il finit. Moi, je voudrais répondre rapidement. Nous l'avons d'ailleurs dit en bonne place dans notre projet de société. Ce qu'il faut fixer de façon claire au Cameroun, c'est la grille salariale des hommes politiques et que cela soit su de tout le monde. Je ne connais même pas actuellement le salaire du président sortant. Mais je crois qu'en la matière, il n'y a pas beaucoup d'efforts à fournir. Il faut toujours trouver la moyenne de ce que gagnent les chefs d'État dans les pays normaux. Et je parle des pays d'Afrique, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce que le président sud-africain gagne, le président ivoirien, et vous vous situez dans cette fourchette. Le plus important étant que la rémunération présidentielle soit une rémunération conséquente liée au statut de la personne. Mais globalement, au Cameroun, il faut régler la question des salaires. Il y a une injustice grave dans la question des salaires au Cameroun et je crois que c'est ça la vraie préoccupation. Il faut une équité. Rien ne justifie qu'au Cameroun, certains directeurs généraux, par exemple, gagnent 35 millions par mois. Non, le SMIC, on aura 2 volets de SMIC. Nous pensons que le SMIC de quelqu'un qui travaille dans le pétrole ne peut pas être le SMIC de quelqu'un qui travaille dans le bois. Donc nous allons faire un SMIC, non pas inter, mais intra-professionnel. C'est-à-dire que chaque catégorie de travail a un SMIC. Et il faut donc faire un travail de fond, de catégorisation des métiers. Ça a déjà été fait par l'INS, ils ont dénombré, je crois, 2800 métiers. Mais ce n'est pas suffisant, on a lu le document, on est en train de le refaire pour qu'il soit vraiment beaucoup plus pertinent. Oui, rapidement. Oui, donc je suis Olivier Atembop. Mon point ne s'adresse pas à Monsieur le Président, mais il s'adresse Nous suivons, s'il vous plaît. À vous. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des questions qui n'ont pas pu les poser pendant cette séance. Alors, mon vœu ici, c'est qu'à la sortie de cette salle, que tout le monde puisse télécharger 2 applications
La première, c'est vous allez sur Play Store pour télécharger la synthèse du programme de Cabral Libye. Donc pour cela, vous allez aller sur Play Store et puis vous allez taper Cabral 2018. Vous aurez la synthèse du programme et vous pourrez aussi télécharger le livre de 200 pages qui décrit l'ensemble des points qui sont traités dans ce programme. Ça, c'est la première application que tout le monde devrait installer et faire connaître aussi à nos frères. La deuxième application, on en a discuté pendant cette séance, c'est l'application Electra. Cette application vous permettra de pouvoir suivre le déroulement des élections en temps réel au Cameroun. Donc nous aurons nos scrutateurs qui vont nous remonter en temps réel les PV. Et derrière, nous aurons un certain nombre de validateurs qui seront en général des représentants d'organismes internationaux ou nationaux qui vont se connecter et valider les PV. Et donc, ces résultats remonteront en temps réel. Donc, n'hésitez pas à aller sur Play Store pour télécharger tout de suite l'application Electra. Et par la suite, un certain nombre de vidéos de présentation d'utilisation de l'outil seront mises à disposition sur le site, sur le forum officiel Cabral Libye et d'autres forums des autres plateformes politiques. Merci beaucoup. Je finis donc maintenant par la question. Oui, tous les autres sont jeunes, non? Oui, mais à cette allure, on ne finira pas alors. Bon, donnez le micro à ce jeune-là. Il a beaucoup tempêté. Donnez-lui. Donnez-lui le micro à ce jeune. Non, le jeune en t-shirt blanc. En t-shirt blanc. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Je suis MB William, chef d'entreprise en fait. Je milite pour une association en fait au Cameroun. Et là, on est en train d'organiser une foire sur l'immobilier en fait. Donc, vous avez été à Douala pour voir les désastres que l'inondation a causé. Je ne sais pas c'était quel mois. Donc, dès le 8 octobre en fait, j'aimerais savoir quel est votre projet de société concernant le logement des Camerounais en fait, parce que sachant comment est-ce qu'ils vivent. Ce n'est pas ça en fait le logement au Cameroun. Je vous remercie, monsieur le président. Non, nous avons évidemment un projet de logements sociaux. Je ne sais même plus combien de logements par an. Je crois que c'est 10 000, je ne sais plus. Et puis on a étudié simplement le système tunisien, il ne suit pas. Il a posé la question, il est distrait. On a étudié le système tunisien et le système marocain. Ce sont des pays qui construisent des logements sociaux de façon effrénée tous les ans. Donc notre objectif, c'est de permettre que chaque Camerounais puisse accéder au logement. Et on a même commencé à travailler avec 2 catégories de personnes pour voir ce que ça peut donner. Des investisseurs tunisiens et marocains et des étudiants de Polytechnique qui nous ont dit, ils nous ont montré un projet de construction d'un logement, 3 chambres, 2 salons, clé en main à, je crois, 8 millions, avec des matériaux locaux, ainsi de suite. Nous pensons que cela est possible, mais c'est des choses qui sont construites avec le concours des investisseurs directs étrangers. Et au Cameroun, ils sont alignés comme cela, qui veulent seulement investir. Pour le moment, ils sont bloqués au ministère du Développement urbain parce qu'on leur demande des bakshish pour qu'ils investissent. Nous allons ouvrir cette passerelle aux investisseurs directs étrangers, une partie, et même nationaux, la diaspora notamment, pour que chaque Camerounais, puisqu'on aura sorti les opérateurs économiques de l'informel grâce à la caisse d'assurance santé, qu'ils puissent entrer dans ce qu'on appelle, je crois, le crédit bail. Ils intègrent la maison, ils en deviennent propriétaires et ils payent simplement tout au long de leur vie. On n'invente pas la roue, c'est ce qui a été fait. Mais nous pensons que, et ça c'est le côté industriel, la meilleure façon de construire de tels logements pour un État, c'est de créer des usines de préfabriqués. En réalité. Et ça va beaucoup influencer le secteur éducatif dans les métiers. On s'est rendu compte que pour construire un bâtiment, c'est environ 30 métiers pour construire un bâtiment. Donc si vous voulez créer des emplois, s'il y a un secteur sur lequel vous devez investir, c'est bien le secteur du logement. Donc, nous allons travailler avec des investisseurs étrangers, avec des investisseurs locaux, avec l'innovation locale. Il y a une partie dont l'État aura la charge et une partie qui sera concédée aux investisseurs étrangers. Charge à nous de doter chaque arrondissement du Cameroun
de logements sociaux. C'est un vivier d'emploi incroyable. Oui, j'aurais pu parler aussi du tourisme, mais là, il faut qu'on s'arrête. Ça, vous pouvez trouver ça dans notre projet de société. Vraiment, vous allez sur Play Store. Je voudrais simplement dire à notre camarade d'Angleterre, c'est pour ça que je le dis à la fin, ceux qui croient vraiment que nous sommes naïfs et que nous ne savons pas où il faut appuyer pour revendiquer la victoire se trompent. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon, je demande pardon à ceux qui n'ont pas pu poser de questions. Vous trouverez des réponses. Nous avons un projet de société assez simple, assez détaillé et c'est interactif. Ça veut dire que quand vous avez lu, vous pouvez vous aussi participer et quand nous recevons des suggestions, nous ajustons au fur et à mesure. Nous sommes dans un projet participatif. Vraiment ici, j'ai senti qu'on était à Paris. Je vous dis merci pour votre présence, pour vos contributions, verbales, pour vos contributions financières. Rendez-vous à la prestation de serment le 2 novembre 2018. Merci. Merci. Merci mesdames et messieurs, cette réunion est à présent terminée. Je voudrais remercier particulièrement ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux et vous encourager, vous aussi qui nous avez suivis, à contribuer. Vous savez, les femmes n'ont pas de cerveau, donc il faut qu'on leur souffle des choses. Je voudrais vous remercier et vous encourager à contribuer. Comme ceux qui étaient dans la salle, ne restez pas dans la frustration de n'avoir pas pu faire quelque chose. Vous pouvez faire quelque chose en allant sur le site Cabral 2018 TV. Vous pouvez poser vos questions, mais aussi contribuer. Et vous qui êtes dans la salle, continuez à faire ce que vous avez commencé. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Nous allons chanter l'hymne national pour nous séparer dessus. Merci de pouvoir le faire en bon patriote que nous sommes tous. C'est ensemble. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Dieu tout-puissant bénisse le Cameroun, que Dieu tout-puissant bénisse le Cameroun, que Dieu tout-puissant bénisse le Cameroun. Pardon, les gars, faites votre combat. Oui, elle va tomber, Reculez un peu. On laisse.
y a plus. Ça va jamais finir. Juste une question, attendez, il y a les médias. Allez-y alors. Il est où? Quel est le souci, madame? Attention. C'est bon? Voilà. Madame, placez aussi votre caméra pour qu'on fasse l'interview. Voilà, 2 questions. Laura, tu peux attendre d'abord qu'est-ce qu'elle soit prête? Pas forcément aujourd'hui, pas forcément demain ou après. Serge, demain vous êtes à Paris parce que... S'il vous plaît. Appelez-moi tout le monde avance, d'accord? Pardon. S'il vous plaît. Ton fils. Attention. Il y a du, je sais pas, il y a une marque.